De Malraux, scène nationale. Et la philosophie de ce lieu de culture, c'est de s'ouvrir autant que faire se peut aux initiatives, aux dynamiques des acteurs culturels de la ville et du territoire. Voilà, s'il est bien un acteur culturel dynamique sur ce territoire, c'est Livre en marche, présidé par Dominique Favario, qui est à ma gauche, et que je remercie donc pour l'organisation de cet événement ici. Ça a l'air de vous faire plaisir puisque vous êtes nombreux et que ça fait du bien de se retrouver nombreux sans masque ensemble. Voilà. Et puis, dans les collaborations, on a aussi une fidélité avec la librairie Garin. Donc, Thierry Daniel est là ce soir avec son équipe pour vendre les livres, si cela vous intéresse. Voilà. Un grand merci à tous pour votre présence. Alors, ce n'est pas un spectacle, mais c'est quand même mieux pour tout le monde de penser à couper son téléphone portable, si ce n'est déjà fait. Voilà, et je vous laisse écouter ce pourquoi vous êtes venus. Et Dominique, je te passe la parole. Merci Marie-Pia, merci pour ton accueil. C'est une forme un peu originale, hein, avec des gens assis, des gens debout. C'est quand même la volonté du lieu d'avoir un endroit de partage et de proximité. Alors, je veux avant tout remercier Renaud d'avoir accepté immédiatement à ma demande de venir. Là, tout de suite, je suis un oui. C'est formidable quand il y a des gens comme ça qui acceptent de nous donner leur temps. Le temps, c'est quelque chose de précieux. Et nous communiquer leur savoir, nous faire part de leur expérience. Je sais qu'on va passer un moment exceptionnel. Oui, bien sûr. Oui, c'est un orateur brillant. Je vous invite... Marie-Pia a parlé de son livre, il est en vente à côté, il se lit comme ça, là, c'est vraiment fantastique. Et puis c'est une vie, quoi. Renaud, il en a vu toutes les couleurs, et il a été précurseur dans plein de domaines. Voilà, bon, on a beaucoup de chance de l'avoir parmi nous. Je veux aussi remercier l'équipe de Livre en Marche, parce qu'il y a beaucoup de bénévoles ce soir, parce que les bénévoles aussi, il faut leur expliquer ce qu'on est en train de faire, et je pense qu'ils vont découvrir quelque chose. Je veux remercier les partenaires de Livre en Marche, notamment le Club des entreprises qu'on est en train de constituer et de développer. Ils sont aussi fidèles. Et puis, on va travailler avec eux. On va travailler avec eux sur les aspects de responsabilité sociale des entreprises. Il y a là aussi, quelque part, une nouvelle société qu'il faut construire ensemble. Et c'est ce terme d'ensemble qui est fondamental. Le monde de l'économie, les individus, les initiatives individuelles, c'est très important. Je vais quand même remercier Justine. Elle n'a pas de voix ce soir. Elle va quand même faire de son mieux, hein, pour assurer, pour animer. C'est beaucoup de travail pour elle parce qu'elle fait vraiment un travail sur les livres, elle les lit, elle a un entretien de préparation préalable avec l'intervenant. Et puis au final, bien sûr, je remercie Malraux parce que c'est formidable d'avoir un outil comme ça à notre disposition et c'est formidable de l'ouvrir au plus grand nombre et notamment à Livre en Marche. Voilà, je vous souhaite une très très belle soirée et puis le meilleur est à venir. Bonsoir à tous. Merci d'être si nombreux ce soir. Moi, je suis ravie d'être là, même sans voix. Au pire, quelqu'un me remplacera et posera des questions à Renaud Van Ruymbeck. J'imagine qu'il y en a plein qui ont envie de vous poser des questions. Bonsoir Renaud. Bonsoir. Bonsoir Justine. Alors, on est ensemble à la base pour ce rendez-vous à penser jusqu'à 20h30 pour un rendez-vous en 2 temps. Ce premier temps d'échange entre nous et puis un second temps où on vous laissera la parole si vous avez des questions pour Renaud. Renaud, vous avez été donc juge d'instruction pendant près de 40 ans. Vous êtes le visage de la lutte anticorruption en France et vos mémoires, elles viennent de sortir chez Talandier. C'est ce livre. On y retrouve les grandes affaires politico-financières qui ont jalonné ces 40 dernières années. Alors c'est Urba, Elf, Kerviel, Clearstream. Suivant votre âge et vos appétences, vous vous rappellerez de certaines plus que d'autres.
On vous suit en fait dans ce livre, dans vos enquêtes qui ont secoué la République. Alors moi, ma première question, c'est pourquoi vous avez écrit ce livre ? Pourquoi pas ? Oui, mais vous savez, alors je vais vous dire tout de suite, j'ai entendu tout à l'heure que vous n'aviez pas de voix, donc ça me rassurait. Mais j'ai l'habitude de poser les questions. Vous voyez, c'était mon métier pendant plus de 40 ans, vous l'avez dit. Donc, oui, pourquoi j'écris ce livre ? Au départ, j'ai été contacté par un journaliste. Vous savez que les juges d'instruction ne connaissent pas les journalistes, hein. Vous l'avez bien compris. Ils sont tenus par le secret de l'instruction, qui est à la retraite et qui m'a proposé un livre d'entretien. Au départ, j'avais repoussé en me disant j'ai pas le temps. De toute façon, j'avais pas le temps, j'avais trop de travail. J'admire ceux qui ont un travail et qui ont le temps d'écrire. Donc j'avais repoussé à ma propre retraite et ma retraite est arrivée. Il m'a relancé et donc l'idée était d'écrire un petit peu. Alors j'étais convaincu par deux arguments, deux idées que j'ai voulu faire passer dans ce livre. Au-delà de ma petite histoire, c'est vrai que j'ai connu beaucoup de dossiers importants. Et la première idée, c'était d'expliquer comment marche la justice ou comment elle ne marche pas dans ces affaires au grand public, dont vous avez tous plus ou moins entendu parler de ces dossiers, mais donner des clés pour montrer voilà ce qu'a pu faire la justice, voilà ce qu'elle n'a pas pu faire. Et puis la deuxième idée, c'est quelque chose qui m'a... J'ai fait que ça pratiquement pendant mes 20 dernières années. J'ai passé mon temps à démonter des circuits offshore. Alors, je ne sais pas si ça vous parle des circuits offshore. C'est des gens qui ont des comptes à l'étranger. C'est compliqué parce que dès que vous avez des grandes sommes, des grandes fortunes, on parle beaucoup des oligarques et j'espère qu'on en parlera, Justine, aujourd'hui. Hein, on parle de ces gens qui ont énormément d'argent. On veut confisquer leurs yachts, etc. Oui, mais ce n'est pas une partie de plaisir. Et je vous en expliquerai. Je vous donnerai des clés si vous le souhaitez tout à l'heure. Mais je ne suis pas maître du jeu. Donc, Justine, je réponds à vos questions. Alors moi, je vais m'arrêter d'abord sur un truc. Ce livre, il s'appelle « Mémoire d'un juge trop indépendant ». Pourquoi ce « trop » il s'adresse à qui ? Il s'adresse à moi. C'est mes premières notations. Vous savez que les magistrats sont notés par leur hiérarchie. Et pendant 10 ans, que ce soit le premier président, le président ou le procureur général, parce que j'ai passé 2 ans au parquet, c'est ce qu'ils m'ont mis. Alors je l'ai découvert beaucoup plus tard, parce que j'avais aucune connaissance, j'avais pas accès à mon dossier. Mais voilà, en gros, c'était pas mal, mais il va falloir quand même rentrer un peu dans le rang. Voilà, donc cette idée de trop indépendant. Indépendant, c'est bien. Alors, j'ai jamais compris ce que ça voulait dire. C'est pour ça que je l'ai repris. On l'a repris avec l'éditeur dans le titre. On leur renvoie l'ascenseur en quelque sorte. C'est quoi un juge trop indépendant ? Voilà. Je comprends mieux. Vous avez dit que ce livre, il était écrit entre autres pour qu'on comprenne un petit peu mieux le fonctionnement de la justice et ce qui se passait là derrière. Et je pense qu'il y a quand même un truc qu'il faut éclairer. C'est quoi un juge d'instruction ? Parce que c'est quand même un métier particulier. Alors, un juge d'instruction, c'est un juge qui instruit les dossiers, qui enquête. Voilà. Alors, c'est particulier à la France. Il y a quelques pays qui l'ont adopté. Alors, il faut le distinguer du procureur. Hein, le parquet, le procureur, c'est la même chose. Le procureur, il dirige toutes les enquêtes. Demain, vous êtes victime d'un vol, c'est le procureur qui va diriger les policiers ou les gendarmes qui vont faire l'enquête. C'est lui qui va donner suite, c'est lui qui va poursuivre les auteurs, etc. Et il faut savoir que dans notre système, les affaires les plus importantes, les affaires criminelles, les affaires de terrorisme, les affaires financières complexes, le procureur transmet le dossier, confie le dossier à un juge d'instruction, qui, lui, ne relève pas du procureur, qui est un juge, qui est indépendant, justement. Et lui, son travail va consister à faire ses enquêtes les plus compliquées. Et quand il aura terminé, il rendra sa copie
Soit il considère que les faits ne sont pas caractérisés ou l'auteur n'est pas identifié, il fera un non-lieu. Soit, s'il estime le contraire, qu'il y a des charges suffisantes, il renverra les personnes devant le tribunal. Et c'est le tribunal qui va juger et qui est libre d'ailleurs de condamner ou de ne pas condamner. Vous avez vu dans les affaires récentes, il y a des relax, ça arrive. Voilà, c'est ça en gros. J'espère que j'ai été clair, Justine. Vous n'êtes pas juriste, Justine? Pour moi, c'était clair, et pour vous? C'est clair? Bon, alors, continuons. Comment on choisit tel ou tel juge d'instruction? Pourquoi ça tombait sur vous, Renaud, ces affaires? Mais parce que j'étais le meilleur. Alors voilà, question. ça y est, on y est. On est dans le cœur du sujet, là. On y arrive. Il faut savoir que... Alors, il y a des tribunaux, il y a un seul juge d'instruction. Enfin, il y avait, parce qu'ils ont tellement compliqué les choses que j'y comprends plus rien maintenant. Je ne sais pas à Chambéry si vous avez un juge d'instruction. J'y comprends plus rien. Il y avait un système à peu près cohérent. Et aujourd'hui, il y a un système par région. Bon, voilà. Mais la plus souvent, il y a plusieurs juges d'instruction. Et c'est le président du tribunal qui choisit le meilleur. Le meilleur pour cette affaire? De son point de vue, en tout cas. D'accord. Tout dépend ce qu'il attend de cette affaire. Ok. Et la liberté du juge d'instruction dans ces affaires entre dans les affaires politico-financières, vous avez tous les droits d'aller gratouiller, chercher des infos? Oui. Ben, sinon, c'est pas intéressant. Sans aucune limite, ni par... La loi. La loi, la procédure, le code de procédure. La principale règle qu'il faut savoir, c'est qu'un juge d'instruction n'instruit que ceux dont on le saisit, dont on veut bien le saisir. Qui décide au départ? C'est le procureur qui va décider, dans telle affaire, je saisis un juge d'instruction. Ensuite, deuxième étape, c'est le président du tribunal qui va choisir parmi les juges du tribunal à qui il confie l'affaire. Et il va souvent de plus en plus maintenant, dans les grandes affaires, on a 2, voire 3 juges d'instruction, ce qui permet de répartir la responsabilité, parce qu'elles sont lourdes, et de dédramatiser un petit peu, d'éviter la personnalisation, qui est parfois inévitable. Donc on a beaucoup de ce qu'on appelle de co-saisine aujourd'hui. Je ne me rappelle plus votre question d'ailleurs. C'était quoi votre question? Vous non plus. Bon. Tout va bien. On continue quand même? On fait comme si... Allons-y. Bon, vous faites partie quand même des personnalités un peu marquantes de la justice, une personnalité publique qui force le respect. Donc ça fait pendant 40 ans, vous avez été choisi comme le meilleur pour instruire des affaires connues. Vous avez embêté des politiques, forcé des politiques à coopérer même, on pourrait le dire. Vous avez chassé l'argent sale, vous êtes investi contre la lutte. Je vais y arriver. Vous vous êtes investi dans la lutte contre les paradis fiscaux. On va zoomer bien sûr sur quelques affaires que vous avez écrites dans ce livre, quelques zooms. Comment vous les avez choisies, les affaires qui sont dans le livre? Pourquoi celle-ci et pas d'autres? Alors là, c'est mon interlocuteur, Jean-Marie Ponto, qui est à l'origine, qui m'a convaincu d'écrire ce livre. Et justement, c'est toujours dangereux d'écrire sa propre histoire, parce que, bon, automatiquement, on va se présenter comme le meilleur, que je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas vous surprendre. Donc, je suis le meilleur, je suis le meilleur, je suis le meilleur. Donc, voilà. Donc, pour éviter quand même c'était bien d'avoir un interlocuteur qui est un ancien journaliste, qui était reconnu, qui connaissait qui était un journaliste d'investigation, et c'est lui qui a fait la sélection en réalité. Parce qu'il fallait un regard extérieur pour me dire ça c'est important, ça c'est pas important, on choisit, ça va intéresser les gens, ça intéresse pas, on l'oublie. Voilà, il y a eu beaucoup de choix à faire. Et on l'a fait à 2, évidemment, mais il a eu un rôle très important. Il y a une affaire que vous auriez aimé évoquer dans ce bouquin qui n'y est pas? Alors, je n'ai pas évoqué les affaires récentes, qui ne sont pas jugées définitivement, parce que je suis tenu à une certaine réserve. Et par contre, j'étais totalement libre pour évoquer les affaires qui ont été jugées, qui ont été mises sur la place publique. Je suis tenu à des obligations de secret. Je les ai respectées. Mais toutes les affaires, vous en avez cité quelques-unes, qui ont été jugées,
je me suis basé sur ce qui avait été dit publiquement, et tout avait été dit, parce que vous savez, au procès, je vous ai expliqué tout à l'heure, le juge instruit et il renvoie devant le tribunal, et quand l'affaire arrive devant le tribunal, c'est public. Pendant la phase d'instruction, avant, c'est secret. Enfin bon, c'est secret. Franchement, ça fait rire tout le monde, ce secret de Polichinelle. Je pense qu'il y a un pays qui me vient comme ça, par hasard, à l'esprit, où le secret est bien conservé, c'est chez M. Poutine. Voilà, alors, on a encore un code qui prévoit le secret de l'instruction tel que peut le concevoir M. Poutine. Voilà, avec une presse qui, évidemment, si elle dit des choses qui déplaisent au pouvoir, et dans ces affaires-là, Dieu sait s'il y en a eu, ben, vous risquez maintenant, vous le savez, vous risquez 15 ans de prison. C'est ce que j'ai lu. Donc on n'est pas non plus dans ce système-là en France. Il y a une liberté de la presse. Et les médias sont informés. Alors, moi, j'ai travaillé avec. Qu'est-ce que vous voulez ? J'ai eu des affaires qui étaient médiatisées. Ben, je fais avec. C'est-à-dire que je sais que ça va sortir. Bon, le secret fait que certains ont des infos avant les autres parce qu'ils sont mieux tuyautés que d'autres. Bon, moi, je suis partisan aujourd'hui de lever ce secret à partir du moment où on rentre dans une phase vraiment judiciaire. Je m'explique. Première phase, il y a une phase d'enquête. Les policiers ou les gendarmes vont agir sur mes instructions. Puisque je suis juge, mais je suis aussi juge qui dirige les enquêteurs. C'est toute l'ambiguïté du personnage du juge d'instruction. Donc ils vont faire des investigations, ils vont faire des perquisitions, ils peuvent aussi mettre des écoutes, etc. Il est évident que cette phase préalable, elle doit rester secrète. Là-dessus, j'ai jamais eu de souci, personnellement. D'ailleurs, j'aurais pas apprécié qu'une fuite sorte alors qu'on est en train de monter une opération ou de perquisition ou autre, puisque l'effet de surprise doit pouvoir jouer. Ensuite, vous arrivez dans un deuxième stade. Deuxième stade, vous convoquez la personne poursuivie. Vous la mettez en examen ou, si vous estimez que les charges ne sont pas suffisantes, il y en a mais pas suffisamment, vous la mettez en témoin assisté. Ça s'était introduit il y a une vingtaine d'années, c'est une bonne réforme. Ça permet à la personne d'avoir accès au dossier sans avoir l'infamie, entre guillemets, d'être mise en examen. Mais à ce stade, dès lors que la personne rentre dans le dossier, on rentre dans une phase qui est quasi publique, c'est-à-dire que les avocats vont avoir accès au dossier, le parquet aussi évidemment, les parties civiles, c'est-à-dire les victimes, leurs avocats. Si vous avez un dossier où vous avez une dizaine de personnes poursuivies, vous imaginez ce secret de Polichinelle. Bon, le parquet est au courant, les enquêteurs sont au courant, le parquet, le procureur, lui, va faire remonter les informations au procureur général, au ministère de la Justice. Donc, vous voyez que là, on ne maîtrise plus rien. Et pareil, les policiers ou les gendarmes, les policiers vont faire remonter leur hiérarchie au ministre de l'Intérieur parce qu'ils doivent aussi rendre des comptes à leur ministère. Donc, vous voyez bien que cette histoire de secret, à mon avis, c'est complètement dépassé. Ça a été créé à l'époque de Napoléon. Pour moi, c'était pas un grand démocrate, Napoléon. Donc, ce système dont on a arrêté, alors c'est aussi lui qui a créé le juge d'instruction, très bien. Donc, merci Napoléon, quelque part. Je ne vais pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais voilà, donc ce secret, en réalité, il était plus conçu, j'allais dire, à la russe, à la Poutine. C'est-à-dire qu'on peut faire plein de choses dans le plus grand des secrets. Et d'ailleurs, jusqu'en 1897, ça date, il n'y avait pas d'avocat. Il n'y avait que le juge qui avait le dossier. Alors, moi, je vais vous dire, là, parfait pour moi, parce que là, il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de risque, etc. Et il n'y a pas aussi le risque que la personne, parce que souvent, j'ai eu le cas récemment encore, dans mes derniers dossiers, où il y avait des fuites et où les personnes poursuivies venaient me dire « Ah, monsieur le juge, on dépose plainte contre vous parce que violation de secret d'instruction. » Et puis on ne répondra plus, puisque tout ce qu'on vous dit, ça ressort dans la presse dans les 8 jours ou dans les 15 jours.
L'avocat venait dire, bon, ben, dans ces conditions, mon client ne peut, il voudrait bien s'expliquer. Il voudrait bien, mais il ne peut pas. Il peut pas. Voilà, parce que vous n'êtes pas capable de faire respecter le secret de l'instruction. Donc c'est devenu de la tarte à la crème. C'est devenu un secret de polichinelle. Et quand vous voyez, vous le verrez souvent, un avocat venir se plaindre sur un plateau en disant « Ah, je m'étonne que le secret de l'instruction ne soit pas respecté », bon, ben, vous saurez quoi en penser. Merci pour cet éclairage. Alors, votre livre, en fait, ce sont vos affaires, mais dans un ordre chronologique. Donc, on va repartir au début. Vous débutez donc votre carrière en 75 comme magistrat. Vous devenez juge d'instruction en 77. Et au début de votre livre, il y a une date marquante. C'est le 30 octobre 79. Il se passe quoi le 30 octobre 79 ? C'est toujours un moment qui est émouvant pour moi. Et je pense que c'est le dossier qui m'a le plus marqué. Et je m'en suis rendu compte en écrivant le livre avec Jean-Marie. C'est-à-dire que c'est la mort de Robert Boulin. Et le lendemain de sa mort, est publiée une lettre qu'il a envoyée à ses amis, à son avocat, à l'AFP, où il m'accuse de tous les maux, parce que j'instruisais un dossier dans lequel il était impliqué. Et j'instruisais ce dossier depuis 8 mois. J'avais récupéré ce dossier qui jusqu'alors dormait, comme malheureusement un certain nombre de dossiers dans la justice dorment quelque part. C'est vrai que du jour où on me l'a confié, il a pris la vitesse supérieure. Manifestement, il ne l'a pas compris. Je me suis intéressé à cette affaire de terrain. C'était une histoire de terrain du côté de Ramatuelle. Je ne sais pas si vous situez Ramatuelle. Oui, madame, vous connaissez. Du côté de Saint-Tropez, 30 hectares, 36 hectares. Et celui que Robert Boulin qualifiera lui-même d'escroc, qui va réussir à vendre ses terrains 2 fois. Oui. Il y a des gens qui arrivent comme ça. Je l'ai vu qu'une fois hein, dans toute ma carrière, mais il a réussi à vendre les terrains 2 fois. Et la première fois, c'était à des acquéreurs normands qui ont payé. J'étais à Caen, d'ailleurs, c'est pour ça que le dossier est arrivé à Caen. Ils ont payé. Et puis, il y a eu une anomalie dans l'acte chez le notaire, parce qu'il demandait un avantage fiscal, le notaire n'avait pas bien délimité. Et donc, l'acte n'a pas pu être publié aux hypothèques. Pardonnez-moi d'être technique, mais vous me dites si vous ne me suivez pas. Hein, parce que, voilà. Donc, il n'a pas été publié aux hypothèques, c'est-à-dire que personne n'a pu en avoir connaissance. Et donc, qu'a fait Henri Tournay, qui avait vendu aux acquéreurs normands, qui avait d'ailleurs touché l'argent, eh ben, il est allé voir un autre notaire à l'autre bout de la France, sans lui dire qu'il avait déjà vendu les terrains. Et l'autre notaire, comme ce n'était pas publié, ne pouvait pas savoir que l'acte avait été passé, et donc il revend une deuxième fois les terrains à lui-même en réalité, à une société suisse qu'il appelait Olitour. Alors il s'appelait, vous savez, souvent quand ils ouvrent des comptes en Suisse comme ça, on leur demande à la banque un code ou un truc dont ils se souviennent. Donc lui, alors il y en a, ils donnent le nom de leur chat. J'ai eu un dossier, je me souviens d'un dossier où je me retrouve avec la personne mise en examen et il niait, il disait c'est pas mon compte. Je dis mais c'est curieux parce qu'il a le nom de votre chat. Bon, c'est un argument comme un autre, mais voilà. Alors lui, il avait trouvé Oli Tour, Oli vacances, Tour tournée. J'ai mis quand même 6 mois à le comprendre. Hein. Bon. Et donc il se vend les terrains, sa société suisse, il récupère les terrains et il va vendre 2 hectares à Robert Boulin. Il va faire des pieds et des mains pour que les terrains soient constructibles, parce qu'évidemment, la valeur n'est pas la même. Ils vont même se retrouver un jour chez le préfet, puisque Boulin est ministre à l'époque. Il y avait un premier préfet qui était, pas trop indépendant, hein, docile. Il avait accordé les permis quelques années avant, c'était devenu caduc. Et là, changement de préfet. Et là, il y a un préfet qui est moins docile. Et donc, Robert Boulin l'appelle et il dit, voilà, j'aimerais bien vous rencontrer. Il est ministre, il était ministre des Finances, il a été
20 ans, je ne sais plus combien il avait, la plus grande longévité, il était ministre des Affaires sociales à ce moment-là. Et donc, il va voir le préfet qui lui dit, bon, bah, écoutez, oui, je peux vous recevoir. Et Robert Boulin lui dit, mais je viendrai avec un ami qui a des terrains, Henri Tournet. Et là, le préfet qui voit quand même le truc venir, parce qu'on lui demande des permis pour 36 maisons. Le préfet dit, bon, écoutez, je vous reçois à déjeuner, on peut difficilement faire autrement, mais le monsieur, là, on le garde pour le café. Alors, comment je sais tout ça? Parce que tout ça, c'était raconté, je crois, c'est dans le livre du fils de Robert Boulin, qui a donné plein de détails par la suite. Et donc, le préfet dit à Robert Boulin, écoutez, bon, une maison, la vôtre, passe, ok, vous avez mon accord, mais les 36, non. Et donc, le déjeuner se passe, Henri Tournet vient au café. Et le préfet tient le même discours à Henri Tournet. Et Tournet, à ce moment-là, se retourne vers Robert Boulin et constate, il dit, il est de marbre, il reste de glace. Et il paraît que quand ils sont sortis, je crois que j'ai lu ça dans le livre du fils, Tournet a passé une ramonée à Boulin, tu ne m'aides pas, tu ne me soutiens pas, etc. Tu es content d'avoir ton terrain, tu as ta maison, moi je ne l'ai pas. Et il va maintenir comme ça cette espèce de climat de pression et de chantage. Alors pourquoi je récupère le dossier? Et j'en termine là, parce que je ne vais pas monopoliser sur cette affaire, parce que les acquéreurs normands qui ont payé, ils se découvrent un jour le poteau rose, et évidemment, ils vont déposer plainte. Et c'est comme ça que je récupère ce dossier. Et donc, ce dossier dormait pendant 4 ans. Quand j'ai récupéré le dossier, évidemment, je me suis intéressé au personnage central qui était Henri Tournet. Donc, un jour, je débarque chez lui à Neuilly. Il est surpris. Il ne comprend pas. Il me dit, mais si vous m'aviez demandé les documents, je vous les aurais donnés. Ben voyons, évidemment. Je vais même l'incarcérer. J'avais le pouvoir à l'époque de le faire. Donc je l'ai fait. Et puis je découvre qu'il est question non pas de vente du terrain à Robert Boulin, mais de don du terrain. Alors là, ça change un peu la perspective. Je vois effectivement qu'il y a des relations très proches entre eux. Et je vais progresser dans cette enquête et je vais découvrir que le terrain valait 40 000 francs. C'est difficile de griller les étapes parce que sinon on ne comprend plus rien à l'histoire. Je continue, vous me laissez parler? Madame le juge, merci. Ah, quand même, on peut s'exprimer dans ce bureau parce que d'habitude, on ne peut jamais rien dire. Hein. Bon, c'est vous qui avez toujours raison et le dernier mot. Donc, Henri Tournet me dit, voilà, votre perquisition que vous avez faite, elle est mal faite. Déjà, c'est pas très agréable de s'entendre dire ça, mais j'étais jeune à l'époque, bon, admettons. Vous l'avez mal faite parce que j'ai remboursé le prix du terrain, les 40 000 francs que Robert Boulin a payé chez le notaire, je les ai remboursés par un chèque au porteur. Je dis oui, et alors? Ben oui, mais j'ai le talon du chéquier chez moi. Et vous ne l'avez pas trouvé. Ben c'est pas grave, monsieur, on va y retourner. Alors on y va. Alors cette fois-ci, il va menottes au point, puisqu'il est emmené dans un fourgon. On va chez lui, et là, je revois encore, il ouvre une armoire, toute une armoire. Alors là, il avait gardé toutes les preuves. Parce qu'il y a des gens, ils gardent des preuves, hein, attention. Et alors tu l'avais envoyé des courriers de menaces, Robert Boulin, retiens-moi, parce qu'il demandait à être commandeur de la Légion d'honneur. Il voulait que Robert Boulin intervienne pour lui. Et je te rappelle, lui écrivait dans un courrier, je te rappelle un certain don du terrain. Évidemment, celui-là, j'avais vu ce courrier-là, je l'avais emmené. Et donc là, il me sort le talon du chéquier, et c'est un chèque au porteur. Alors vous savez ce que c'est qu'un chèque au porteur? Non. Ben, au porteur, c'est-à-dire que c'est un chèque. Alors l'avantage du chèque, c'est qu'il n'y a pas de nom dessus. Voilà. Madame, vous connaissez aussi. Voilà. Donc vous connaissez la pratique du chèque au porteur, qui n'existe plus depuis. Hein, je vous signale, parce que c'était la porte ouverte évidemment à toutes les fraudes. C'est-à-dire que vous faisiez un chèque, et c'est celui qui était porteur du chèque, c'est-à-dire qui avait le chèque en sa possession, qui allait l'encaisser à la banque. Donc c'était la porte ouverte à tous les coups tordus, parce que ça vous permettait de payer quelqu'un sans qu'il apparaisse.
Et ce chèque de 40 000 francs avait été encaissé à la Banco Popular espagnole, la banque d'Henri Tournet, à Paris. Je ne me souviens plus de la date exacte, disons le 15 février. Et ce qui est important à comprendre, c'est que quand je découvre ça, je me dis, mais je vais quand même faire des investigations sur les comptes du ministre. Alors c'est un ministre en exercice, pour voir si jamais il n'a pas déposé de l'argent sur son compte. Alors ça, je peux vous dire que c'est ça aussi ce que j'ai expliqué dans le livre, c'est qu'à l'époque, ça ne se faisait pas. C'est-à-dire que celui qui sort des clous habituels, c'est pas le ministre, c'est moi. Et c'est ça qui va faire penser à Robert Boulin, que je lui en veux particulièrement, qu'on m'a donné le dossier volontairement, le ministre de la Justice de l'époque, Alain Perfit, qui m'aurait donné le dossier à un petit juge rouge, sachant qu'il n'allait pas faire de cadeau à son concurrent, parce qu'ils sont concurrents, parce qu'ils veulent être tous les deux Premier ministre de Raymond Barre dans quelques années. En tout cas, c'est ce que croit et ce que pense Robert Boulin. Donc je vais vérifier ses comptes. Et je vais envoyer une réquisition quelques jours avant sa mort, peut-être 3 jours avant sa mort. Et ça, je l'explique dans le livre, parce que ça me paraît un élément déterminant. Je l'envoie à la BNP de Libourne. Alors vous savez, il était maire, député maire de Libourne, etc. Bon. Et je l'envoie à la BNP de Libourne en demandant les relevés de son compte. Et figurez-vous qu'il meurt. 8 jours plus tard, je reçois la réponse. Et tenez-vous bien, Robert Boulin a déposé 40 000 francs en espèces le lendemain de l'encaissement du chèque au porteur. J'ai lu, parce qu'il y a beaucoup de livres décrits, dans un livre, alors je ne vais pas me tromper, mais je le cite dans mon bouquin, parce que je source tout ce que je dis, par un collaborateur d'Alain Perfit, qui a écrit un bouquin, que le directeur de la BNP de Libourne aurait vu Robert Boulin le dimanche 2-3 jours avant sa mort. Voilà. Donc, moi, personnellement, je le dis dans le livre, vous savez qu'il y a tout un débat, il a été assassiné, il s'est suicidé, etc. J'ai la conviction, maintenant c'est ma conviction, que c'est un suicide. Parce que la lettre correspond, il envoie des lettres à ses amis où il annonce sa mort. Bon, alors, on trouve le brouillon de sa lettre dans sa... Et d'ailleurs, je vous signale, il y a un livre qui va sortir prochainement par le commissaire qui a fait toute l'enquête et qui en a marre qu'on dise que l'enquête a été bâclée. Alors, je peux vous dire que les seules personnes qui ont critiqué mon livre, c'est la famille Boulin. Parce qu'il y a une instruction en cours. Alors, je ne veux pas m'immiscer dans cette instruction. Moi, j'en sais rien. Je n'ai pas enquêté sur sa mort. D'ailleurs, si j'avais enquêté sur la mort de Robert Boulin, j'aurais fait faire une autopsie dans les formes, complète. Alors, vous savez que cette autopsie, elle a été faite qu'à moitié. Parce qu'à l'époque, il faut savoir aussi que le pouvoir n'a pas désigné de juge d'instruction. Ce qui me paraît impensable dans une affaire comme ça, aussi controversée et difficile que celle-là, avec un ministre en cause, on devrait désigner un juge indépendant. Or, on laisse la main au parquet, au procureur de Versailles. À l'époque, ils n'étaient pas indépendants, ils le sont devenus aujourd'hui. J'ai encore quelques réserves, mais quand même, il y a eu toute une évolution, ça aussi, il faut le dire. Mais c'est le parquet, donc évidemment, on va dire c'est le pouvoir qui a demandé à ce qu'on n'ouvre pas le crâne, à ce qu'on ne fasse pas l'autopsie complètement pour masquer le fait qu'il a été frappé avant. C'est ça, toute la thèse. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait l'autopsie intégralement qu'il a été tué par d'autres. Après, il faut voir les éléments. Je ne les ai pas. Maintenant, moi, je lis la presse. Je connais l'histoire, mais j'ai voulu donner cette information parce qu'elle me paraît importante. Et dernier point, il meurt, 31 octobre. Le lendemain, alors évidemment, là, à ce moment-là, comme j'avais avancé dans mon dossier, je ne suis pas bien. Parce que je me dis, est-ce qu'il y a un lien? Et je ne veux pas le voir. Et puis il y a quelque chose sur vous dans cette lettre. Mais oui, mais la lettre, elle va sortir le lendemain. Parce que le temps qu'elle soit postée, qu'elle soit... Et je découvre
au journal de 13 heures, présenté à l'époque par Patrick Poivre-Trafort, je vois ma photo et je vois Robert Boulin a écrit qu'il était victime d'un juge soucieux de faire un carton sur un ministre. J'ai 27 ans à l'époque. Je crois encore en mon métier. J'ai cherché la vérité, simplement, pas de privilège, il est ministre et alors ? C'est un citoyen comme les autres, donc j'ai appliqué cette règle, mais au bout. Ce qui va me valoir par ma hiérarchie trop indépendant. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et le président du tribunal, et le premier président, donc des magistrats du siège. Hein, Dieu sait si je me suis opposé par la suite aux procureurs généraux, etc. Mais là, j'ai un magistrat du siège, 2 magistrats du siège. Et ils sont d'accord. Mais ils ne me le disent pas, évidemment. Oui, donc la lettre sort le lendemain. Je découvre ça aux informations, je suis effondré. Parce que là, pour le coup, il fait le lien. C'est-à-dire qu'il m'accuse, en réalité, d'être à l'origine de sa mort, par le dossier. Je vais m'enfermer, je vais aller à mon travail, je vais m'enfermer. Et ce qui m'a sauvé, en quelque sorte, parce que je voyais toute la presse parisienne qui arrivait. Je ne connaissais pas la presse. Moi, c'est le premier dossier médiatique que j'ai. Et j'étais à Caen, et je m'enferme. Je suis effondré dans mon bureau. Et ce qui va me sauver, c'est que le jour même, les magistrats du tribunal, spontanément, se sont réunis et ont lu une motion en disant « mais il n'est pas du tout comme ce que vous pensez, c'est pas du tout ça ». Et ils sont venus à mon secours. J'ai eu droit à une première enquête du Conseil supérieur de la magistrature. J'en ai eu 2 dans ma vie. Je pense être un des seuls magistrats de France, et ça c'est un record, à avoir eu 2 enquêtes du Conseil supérieur de la magistrature pour faute disciplinaire. Et là, alors très vite, ils ont dit qu'il n'y avait rien à me reprocher. Bon, ma procédure, elle a été validée de A jusqu'à Z. Henri Tournet a été condamné. Bon, Robert Boulin est mort, extinction de l'action publique à son égard. Mais voilà, ça a été l'épreuve du feu pour moi, et ça a été... Bon, alors c'est vrai qu'après, j'ai eu d'autres attaques, mais je suis tombé dedans tout petit, donc voilà, j'étais blindé quelque part. Alors cette affaire, elle vous a marqué, et puis après, on avance dans le temps. En 91, vous rejoignez la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Rennes et vous découvrez un dossier, il s'appelle Urbain dossier. Racontez-nous comment vous devenez le premier juge d'instruction à avoir perquisitionné le siège d'un parti politique, c'est Solferino. Alors, il ne vous a pas échappé que je suis à chaque fois du mauvais côté. Hein. Vous cherchez. Hein. Voilà, ça j'attendais cette réflexion. Urbain, dossier de financement du Parti socialiste par un bureau d'études, alors que François Mitterrand est président de la République. Son trésorier de campagne, il a nommé son trésorier de campagne, Henri Nallet, garde des Sceaux. Non, mais vous faites du mauvais esprit, Madame le juge. Bon, je retire ce que j'ai dit. Et ministre de l'Intérieur socialiste, chef de la police, bon. Et j'hérite de ce dossier. Donc Urbain, c'était simple, très simple. Vous étiez à la tête d'une entreprise, vous vouliez un marché public auprès d'une municipalité socialiste. Vous versiez 3 ou 5% au bureau d'études, vous aviez le marché. Vous ne le versiez pas, vous n'aviez pas le marché. Tout va bien, Madame la Marquise. Alors, un premier juge a sorti cette affaire, c'est le juge Thierry Jean-Pierre, qui, lui, avait perquisitionné l'affaire. Au début, c'est lui qui l'avait menée. Et il est allé perquisitionner au siège du bureau d'études, Urbain, à Paris. Pour vous expliquer les mœurs de l'époque, sachez que le jour même, il a été dessaisi du dossier. Les policiers ne l'ont pas accompagné. La présidente du tribunal, parce qu'elle seule pouvait le faire, à la demande du procureur du Mans, l'a dessaisi, et je crois même que c'était un dimanche. Vous vous rendez compte? Vous voyez le chemin parcouru aujourd'hui, où il y a des perquisitions dans les partis politiques, on ne va jamais dessaisir, ni oser dessaisir le juge qui le fait. Mais à l'époque, il est dessaisi. Et je vais récupérer le dossier, manque de chance.
Bah oui, manque de chance. Je récupère le dossier. Et là, je vais d'ailleurs rencontrer Thierry Jean-Pierre qui m'a expliqué le dossier. Parce que vous savez, quand vous avez un passage de juge à juge d'un dossier, c'est toujours compliqué. C'est parce qu'il y a des choses qu'il sait qui ne sont pas forcément écrites dans la procédure. Donc il va m'expliquer. Et en fait, il apparaît que ce bureau d'études urbain, un tiers, ils gardent l'argent. Alors, un tiers pour eux, pour leur fonctionnement. Un tiers pour la fédération départementale du Parti socialiste et un tiers pour la trésorerie nationale du Parti socialiste. Mais ils n'étaient pas au courant. Personne n'était au courant. Et Urba, non, mais nous, on faisait notre métier, on faisait un vrai travail d'étude. Ah, mais c'est curieux, parce que quand ils payent, ils ont le marché, et quand vous ne payez pas, ils n'ont pas le marché. Alors, les chefs d'entreprise ont parlé, si vous voulez. Bon. Donc, tout ça pour vous dire qu'un jour, je dis, je vais aller au siège du Parti socialiste, puisqu'il apparaît qu'il touche un tiers. Et c'est comme ça que je perquisitionne, et là, je me prends une première volée de bois vert des ténors du parti. Alors, déjà, vous dites même pas aux policiers où vous allez, en fait. Mais non, je ne peux pas leur dire. Parce que si je leur dis... Ils viennent pas? Non seulement ils ne viennent pas, mais ils sont tenus, ils ont une obligation de loyauté vis-à-vis du ministre de l'Intérieur, qui est socialiste. Donc c'est même pas la peine que j'y aille. Ils feront le ménage. Donc j'ai la chance d'avoir un commissaire. Commissaire Ménez, qui est en fin de carrière, qui est directeur de la police judiciaire de Rennes, d'un type de terrain. Il a été blessé une fois sur une intervention, parce qu'ils intervenaient, un type s'était enfermé avec son fusil, il s'était pris de balle. Enfin, vraiment un type bien, un type de terrain. Et je lui dis un jour, je lui dis, voilà, j'ai besoin d'aller à Paris, mais je ne peux pas vous dire pourquoi. J'ai besoin de 4 ou 6, je ne me souviens plus, 4 ou 6 enquêteurs. Il me dit, oui, mais c'est pour quoi faire? Je lui dis, je ne peux pas vous le dire. Il comprend. Oui. Parce que si je lui dis qu'est-ce qu'il va faire... Il me connaît, oui, d'accord. Il ne me connaît pas beaucoup encore à l'époque. Après, oui, là, il va comprendre. Et il me dit, bon, ok, je comprends. La seule chose que je vous demande, c'est où que vous alliez, pour pas que je passe quand même pour un imbécile, c'est que vous me préveniez au dernier moment. Pas de problème. On y va. Et j'oublie. Parce que je suis pris par mon truc. Alors, c'est vrai que c'était un moment difficile, parce que c'est la première fois qu'un juge perquisitionnait un parti. En plus, c'est le parti au pouvoir, mais bon, peu importe. Mais c'était quand même une responsabilité morale. C'était... Je me dis, jusqu'au bout, j'y vais pas. Et puis finalement, bon, allez, j'y vais. Je vais dans les locaux. Bon, déjà, on me fait attendre 10 minutes. J'ai horreur d'attendre. Donc, au bout de 10 minutes, je dis à l'accueil, bon, ça va. Nous, on va à la trésorerie. On y va. Alors, je me suis présenté, évidemment. Alors, question rituelle qu'on me pose. Vous avez un mandat? Ah oui, mais les mandats, c'est moi qui les délivre. Alors, je veux bien me signer un mandat. Oui, mais vous avez un mandat? Oui, madame, vous regardez trop les séries américaines. C'est pas comme ça que ça se passe. Je suis là. Donc on passe un peu en force. On va Là, c'est là qu'on a beaucoup de pouvoir, c'est vrai. On ne peut pas nous empêcher d'y aller. Puis j'ai les policiers avec moi, évidemment, parce qu'un juge seul... Alors, certains se sont retrouvés tout seuls, parce que les policiers les ont lâchés dans ces affaires financières. Je vous parlerai d'Éric Alphen tout à l'heure, si on a le temps, mais... quelques années plus tard, Éric Alphen, Jacques Chirac, même chose, pouvoir de droite, et les policiers, au dernier moment, vont le lâcher. La veille de la perquisition, il va en perquisition chez les Tibéri, dans l'affaire de financement de la mairie de Paris. Mais bon, vous avez bien compris que là non plus, il n'y avait pas d'affaire, c'est inventé par les juges. Bon, mais là, les policiers vont refuser de l'assister. Ils vont même être félicités à la sortie. Leur chef va être félicité par le ministre de l'Intérieur de l'époque, un certain Jean-Louis Debré, qui avait été juge d'instruction dans sa jeunesse, d'ailleurs. Mais bon, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, on est bien d'accord. Donc je vais là, à la trésorerie, et puis tout d'un coup,
Alors, je me fais alpaguer. Il y a plein de gens là qui sont dans le parti, mais vous n'avez pas le droit. Vous apportez atteinte à la démocratie. Vous n'êtes pas élu. Nous, on défend des gens qui sont élus, etc. On a une légitimité que vous n'avez pas. De quel droit? J'essaie de leur expliquer que j'applique la loi qu'ils votent, eux. Mais simplement, je l'applique aussi à eux. Ah oui, mais un parti politique, ils se croyaient au-dessus des lois. Bon, vous me direz... Dans l'actualité récente... Il y en a d'autres? Bon, je vous laisse la responsabilité de ce que vous avez dit. C'était une question. Je ne ferai pas de commentaires, mais ça n'a pas forcément complètement changé. Hein. Si on s'en prend à mon parti, c'est qu'il y a une volonté politique de soit des juges qui m'en veulent, soit le parti au pouvoir qui, lui, va ouvrir les manettes contre moi. Voilà. Bon, je suis la République. Bon, mais ça, je l'ai entendu ce jour-là. Et puis tout d'un coup... au bout d'une heure ou deux, ils me disent... alors, il n'y avait pas de portable à l'époque, hein, il n'y avait pas de téléphone portable. Oui, ben, je sais, là j'ai l'impression d'être très vieux, là, mais bon. Oui, donc vous n'avez pas perquisitionné des téléphones, des ordinateurs portables, etc. Ah non, c'est beaucoup plus simple. Ah, c'est la belle époque. Parce que là, maintenant, avec l'informatique, il faut tout saisir, c'est compliqué. Alors, il y a énormément d'informations, mais il faut les traiter. Non, là, on prend le papier. Et puis surtout, alors, ils viennent avec un téléphone. Ils me disent, il y a un commissaire qui vous demande au téléphone. Ben oui, le commissaire Ménez, qui est furieux. Ah, mais vous deviez me prévenir. Alors d'abord, il me dit, vous êtes où? Ben, je dis, monsieur le commissaire, ben, si oui, vous le savez, puisque vous m'appelez. Bon, là, ça l'énerve encore plus. Il me dit, mais... Ah oui, vous êtes au siège du Parti socialiste. Bah, écoutez, je passe vraiment pour un con, me dit-il. On m'a téléphoné vers... alors, peut-être une demi-heure, une heure avant le début de la perquisition. Donc, vous voyez, les nouvelles vont vite. On m'a téléphoné pour me demander si c'était vrai que j'avais des policiers au siège du Parti socialiste. Et il dit, bah, non, j'ai répondu que non. Non. Et d'ailleurs, si c'était le cas, je le saurais. Sauf qu'une heure après, on l'a rappelé, et l'information avait bien circulé à Paris, dans les hautes sphères policières et judiciaires. Et là, on le rappelle, on lui dit, mais non, mais ils sont là. Et là, il était furieux, parce qu'il passe effectivement pour un imbécile. Alors, je lui ai expliqué quand même par la suite, parce qu'on s'est revus, on s'est reparlé, monsieur le commissaire, il valait mieux que vous ne le sachiez pas. Parce que si je vous avais prévenu, même en rentrant, on aurait dit que vous êtes responsable de la fuite, et que je le suis aussi, puisque vous auriez informé votre hiérarchie, tout le monde l'aurait su. Alors que là, étant dans les lieux, et je pense que c'est là l'acte manqué. Vous voyez, quelquefois, les juges d'instruction sont un peu schizophrènes, hein, quelque part. Oui, c'est que j'ai beau jeu de leur dire, quand ils viennent me dire, après, quand je suis dans les locaux du parti, « Ah, il y a un journaliste qui est en bas ». Bon, après, ils arrivent une demi-heure après, il y en a 10. Bon, et le soir, il y en avait 100. Bon, et je leur ai dit, mais vous savez, vous avez vu le commissaire, vous avez vu le coup de fil. Moi, j'ai prévenu personne. C'est vous qui avez prévenu. C'est vous qui avez téléphoné à l'intérieur ou je ne sais où à vos amis qui sont au pouvoir pour savoir ce que c'est que ce juge qui débarque. C'est vous qui en portez la responsabilité. Évidemment, là, je ne vous dis pas que l'ambiance, heureusement, j'avais quand même 6 policiers avec moi, parce que là, les esprits ont sérieusement chauffé. Peut-être un mot sur Eric Alphen, qui a eu la même chose avec la droite? Non. Bon. Alors, il va falloir faire des choix. Mais il a un livre, hein, au cas droite, où, pour la suite. Ouais, juste pour dire que droite comme gauche, vous preniez Mitterrand ou Jacques Chirac, ça a été exactement la même chose. Du coup, on ne sait pas si vous êtes de droite ou de gauche, parce qu'on vous a traité de petit juge rouge, on vous a dit que... Alors, il reste l'extrême droite et l'extrême gauche, ou le centre, voilà, vous avez le choix. Bon, alors on avance dans le temps. Je vais passer l'affaire Elf, très intéressante dans le livre, et on apprend plein de choses. On va parler de Clearstream, ce dossier Clearstream, on est en 2004, qui vous tombe dans les mains. C'est quoi ce dossier? Parce que le nom, on le connaît, mais derrière tout ça, c'est quoi? D'abord, c'est le dossier des frégates de Taïwan. Vous avez entendu parler, secret défense.
500 millions de dollars de commission. Sur un contrat de 2,5 milliards, ça fait 20%. Et on cherche avec le juge suisse la destination de ces fonds. Et c'est ça qui vous amène à Clearstream? C'est Clearstream qui va venir à moi. Un jour, je vois arriver, on cherche. Avec mon collègue suisse, on ne trouve pas. L'argent a forcément été distribué puisque acheteurs et vendeurs acceptent d'augmenter le prix artificiellement de 500 millions de dollars puisqu'il faut payer cette commission. D'ailleurs, il y a des révélations récentes qui sont apparues dans le monde et qui donnent un éclairage. Et j'étais assez furieux de l'apprendre parce qu'on me l'a caché à l'époque. On cherche, on ne trouve pas. Et un jour, un avocat vient me voir en me disant « mais cherchez pas, moi j'ai mon client, numéro 2 de chez Matra, c'était Matra, oui, groupe Airbus, Matra, etc. Le numéro 2, il connaît. Il connaît parce que c'est les circuits qui ont été utilisés par son concurrent. C'est son concurrent qui a vendu les armes. Et il ne veut pas se présenter. J'insiste, et qu'il vienne. Non, il ne veut pas. D'abord, il ne veut même pas venir là parce qu'au pôle financier, on va prendre son identité. Pensez bien que vu la position qu'il occupe, il ne peut pas... Donc je dis qu'il aille voir les enquêteurs. Non, il ne veut pas, il veut voir que vous. Il n'a pas confiance. Et je me dis, bon, je vais essayer de le convaincre de déposer anonymement. C'est possible. C'est possible, mais ce n'est pas à moi de le décider. En fait, le juge d'instruction doit demander à un autre juge l'autorisation d'avoir une déposition anonyme. C'est-à-dire que c'est une déposition qui est faite par quelqu'un qui est entendu par les enquêteurs ou par le juge, mais dont le nom n'apparaît nulle part. Et c'est ce que j'ai expliqué parce qu'on me l'a reproché par la suite. On dit, mais vous êtes sorti de votre bureau parce que j'accepte de le rencontrer chez son avocat. Je sors de mon bureau, chose que je n'ai jamais faite. C'est la seule fois où vous l'avez fait? Oui, voilà, j'aurais mieux fait de ne pas le faire, parce que vous allez voir la suite, ça va me retomber dessus. C'est-à-dire que je me dis, je ne peux pas laisser passer cette occasion, puis j'ai un cadre procédural qui me permet de le faire. Donc je vais le rencontrer. Il a des listings. Alors, il s'appelle Jean-Louis Gergorin, ça vous dit quelque chose? Je ne pouvais pas imaginer qu'à ce poste-là, on nomme quelqu'un qui ait certaines élucubrations. Il me présente un fichier. D'ailleurs, un jour, il va me dire, parce que j'essaie de le convaincre. Je dis, bon, d'abord, j'essaie de voir si c'est pertinent ou pas. Ça paraît pertinent. Parce qu'à la base, c'est un vrai fichier. Alors, on saura par la suite que c'est un vrai fichier sur lequel il y a eu quelques rajouts de faux noms. Et pas n'importe lesquels. Et pas n'importe lesquels. Mais si vous voulez, pardon, madame le juge, mais je n'oserais pas vous tutoyer, 99% des informations qui sont dans le fichier sont des vraies informations. Mais moi, je ne sais pas au départ. Donc, il va me l'envoyer, un jour, il va me l'envoyer de façon anonyme. Je vais le verser au dossier et je vais faire des investigations. Ça va prendre du temps parce que là, on tombe sur le deuxième sujet, parce que c'est des comptes en Colombie, c'est des comptes en Suisse, au Liechtenstein, au Luxembourg. Et je n'ai pas la réponse comme ça immédiatement. Il faut que je fasse des demandes, il faut que ça revienne. Mais je vais prouver que ces fichiers étaient faux. Voilà. Et à partir du moment où j'ai apporté cette preuve, eh bien, des gens comme Nicolas Sarkozy, qui étaient visés sur ces comptes, vont pouvoir se constituer partie civile, déposer plainte chez deux de mes collègues. Ce qui ne va pas empêcher Nicolas Sarkozy, pour ne pas le citer, de penser qu'il est victime d'une machination montée par Jean-Louis Gergorin, dont j'apprends, mais beaucoup plus tard, qu'avant de me rencontrer, il avait rencontré Dominique de Villepin. Il est évident que si j'avais eu cette information, je n'y serais pas allé. Parce que j'aurais su, mais je ne pouvais pas le penser. Moi, je pensais qu'on était dans un règlement de compte industriel. Et voilà. Et après, on va dire, ah, mais le juge a rencontré, dans le plus grand des secrets, Jean-Louis Gergorin. Je n'en ai parlé à mes deux collègues qu'à partir du moment où j'ai compris qu'il était de mauvaise foi, c'est-à-dire des mois plus tard, mais j'y vais de ma propre initiative, mais on va me reprocher
d'avoir tenu pendant un an le secret sur ces rencontres. Il faut vous dire que quand je vois l'avocat, il me fait jurer non, je ne jure pas, je n'ai qu'une parole. Il me fait dire, il accepte de vous rencontrer, mais vous me promettez que vous ne le direz jamais. Je n'ai qu'une parole. Donc j'ai tenu ma parole jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'il était de mauvaise foi. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer. J'ai été poursuivi. Alors, ma hiérarchie directe, le président et le premier président de la cour d'appel, ils m'ont entendu, on dit il n'y a pas matière. Mais le garde des Sceaux de l'époque, un certain Pascal Clément, dont vous vous souvenez sans doute pas, parce qu'il n'a pas forcément marqué les esprits, il saisit l'inspecteur général en parallèle. Et l'inspecteur général, c'est un procureur général. Il va me convoquer avec 2 autres inspecteurs et il va conclure dans l'autre sens. Alors ça s'est mal passé, hein, je ne vous le cache pas, parce que pour moi c'est de la manipulation, c'est de la manœuvre. Il va me poursuivre et je vais devoir m'expliquer dans le Conseil supérieur de la magistrature, alors que ma propre hiérarchie indépendante a considéré qu'il n'y avait pas matière. Renaud, et je m'amène... Voilà. est-ce que vous avez des regrets dans cette affaire, Claire Sré? Mais évidemment que j'ai des regrets. J'aurais jamais dû... Attendez, Jean-Louis Gergan, il hésitait entre 2 juges. Le juge Courroy, vous devez le connaître, affaire Carignan, et moi-même, on était tous les 2 au pôle financier. Mon regret, c'est qu'il n'ait pas choisi le juge Courroy. Voilà. Merci. Une dernière anecdote sur des affaires. C'est dans l'affaire Kerviel. Vous avez exploré du coup le monde de la finance et des salles de marché. Vous êtes d'ailleurs cité dans son livre. Et dans le livre de Jérôme Kerviel, il raconte une anecdote sur vous. A priori, vous auriez eu un poster de Lucky Luke dans votre bureau avec une inscription un peu particulière. C'est quoi? Est-ce que c'est vrai d'abord? Oui. Et c'est quoi? C'est un jeune qui m'avait fait ce dessin une fois. Il représente Lucky Luke et I am a poor some J comme juge, I, juge d'instruction. I am a poor some J. C'est un petit jeu de mots. C'était bien fait, il avait bien dessiné le cheval, tout ça. Enfin, c'était mignon et j'avais ça dans mon bureau. Alors Kerviel ne l'a pas vu parce que je l'avais dans mon bureau au Parlement de Bretagne. Dans le Pourquoi Parlement. il en a parlé alors? Comment? Pourquoi il en a parlé? Ben oui, parce que le Parlement a brûlé, et tout a brûlé. Ben, il en a parlé parce que il avait fait, alors tenez-vous bien, avant de comparaître dans mon bureau, quand il était étudiant, avant d'être trader à la Société Générale, il avait fait une thèse sur moi. Donc il dit lui-même qu'il était impressionné de se retrouver devant celui sur le... Et donc il connaît et il m'en parle. Il m'en parle. Ce qui me déstabilise un peu. Parce que c'est toujours déstabilisant. Je l'ai eu plusieurs fois avec des personnes quand ils vont sur un terrain personnel. Parce qu'on reste impersonnel. Il y a de l'humanité dans un bureau, évidemment. Mais on essaie quand même toujours de rester le juge, de pas être... on copine pas dans le bureau, hein, même si il y a de l'humanité, on parle, on dialogue, il y a des rires, il y a des moments de... Comme ça peut se passer dans tout dialogue, bien sûr. Il y a toute cette part humaine. C'est ça que j'aimais aussi dans mon métier. Et on écoute ce que vous disent les gens. Même si on en pense pique-pendre, on peut se tromper d'abord. Et on doit toujours se poser des questions. Et c'est vrai que quand il me pose cette question, je me dis la même chose, mais comment il sait? Et puis là, il vous déstabilise parce qu'il va sur un terrain personnel. Et j'aime pas. Quel sentiment maintenant? Alors, il y a plein d'affaires dans le livre, plein d'informations dans des affaires qu'on connaît plus ou moins pour certaines. Bon, là, vous vous retournez, vous écrivez vos mémoires. Quel sentiment vous avez en regardant votre carrière? Comment toutes ces affaires elles vous ont fait évoluer? Je pense que c'est un peu ce que j'ai voulu expliquer dans le livre, c'est que j'ai vécu une période charnière. C'est-à-dire que j'ai connu l'époque, moi, quand j'ai commencé dans la magistrature, où ces affaires étaient étouffées. Regardez tous les grands scandales antérieurs, ils sont tous étouffés, on n'est jamais remonté. J'ai encore vu récemment, si on parle beaucoup de l'Algérie, vous avez vu le 17 octobre 61,
Il y a eu des juges d'instruction saisis et vous croyez qu'on est remonté? Il y avait un certain préfet qui s'appelait M. Papon. Et il va falloir le procès de Lyon pour qu'on s'aperçoive qu'il a été préfet de police et qu'il y a eu des tas de morts dans cette manifestation. Mais vous imaginez aujourd'hui des manifestations avec des morts, même dans une situation particulière, je veux bien. Mais quand même, la justice, elle n'existe pas à ce niveau-là. Et j'ai vécu cette période, alors un peu à mes dépens. Je parlais du juge Alphen, d'autres l'ont traversé, mais au final, dans l'affaire Urbain, qu'on évoquait tout à l'heure, Henri Emmanuelli, qui était président de l'Assemblée nationale, trésorier du parti, malgré toutes ses dénégations et publiques et même ses insultes, il a été condamné par la justice. La justice est passée. Alors, je suis sûr que si je faisais un sondage parmi vous, beaucoup exprimeraient des bémols. Beaucoup penseraient qu'il y a quand même encore une justice à deux vitesses. Moi, je vous dis non. Je vous dis non parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus étouffer les affaires comme on l'a fait il y a 30 ans. Alors moi, j'ai vécu cette période de transition, de tumulte, parce que je suis passé d'une époque à l'autre, en quelque sorte. J'ai un peu essuyé les plâtres, c'est vrai, mais aujourd'hui, le pli est pris. Et regardez dans l'actualité, regardez l'affaire Fillon, elle n'a pas été étouffée. Et elle sort en plus dans la presse. L'affaire Cahuzac, on l'a sortie, cette affaire. Bon, il a été jugé, condamné. Alors après, on peut discuter de la peine. Bon, et puis il y a d'autres affaires qui font la une de l'actualité. Mais on n'arrive pas à enlever de l'esprit des gens, et vous me contredirez peut-être tout à l'heure si je me trompe, mais non, il y a une justice qui n'est pas la même pour tout le monde. Alors, on peut en discuter au niveau des peines, parce que les peines, beaucoup pensent ça. Bon, mais je peux vous garantir qu'au niveau des enquêtes de l'instruction, c'est fini l'époque où on pouvait dire « je suis le copain du ministre machin, donc j'arrête le truc ». Non, ça ne marche plus comme ça. Et quelqu'un s'y amuserait. Le garde des Sceaux, je ne peux pas imaginer une seconde Dupond-Moretti intervenir en disant au parquet général « oh là là, qu'est-ce qui se passe ?» Alors, il y a des remontées d'informations, c'est vrai. Et je crois, et c'est ce que je propose dans mon livre, qu'il y a toujours une suspicion. Il y a toujours une suspicion parce que c'est toujours aujourd'hui le garde des Sceaux qui nomme les procureurs généraux. Alors, il y a l'avis du Conseil supérieur de la magistrature, mais il a un pouvoir très important. Et je suis partisan de couper ce cordon pour lever la suspicion, pour qu'on ait des procureurs qui aient une apparence, en tout cas, d'indépendance totale, qu'ils n'ont pas complètement aujourd'hui, et qui entretient la suspicion et qui entretient le discrédit. Je peux vous dire que ces réformes, elles ne sont pas à l'ordre du jour du tout. Parce qu'aujourd'hui, d'abord, dans la campagne, il y a d'autres sujets plus importants. Je concède qu'il y a d'autres sujets importants, mais la réforme du parquet, moi je l'ai vu peut-être en lisant l'article 1000 du programme de tel candidat, peut-être, mais c'est hors sujet, c'est pas dans le débat. Donc vous avez au contraire un pouvoir politique qui considère qu'il est le seul élu. Donc c'est lui qui définit la politique pénale que vont appliquer les parquets. On reste dans un État très jacobin et très centralisateur. Donc il n'y a pas de raison de changer de système. Et je pense que c'est une erreur parce que ça entretient ce discrédit. Renaud, une dernière question avant de passer la parole aux personnes qui souhaiteraient vous poser. Alors, pour moi, je vous quitte, je vous laisse avec toutes les questions que vous allez avoir. Non, une dernière chose, parce que c'est aussi un engagement que vous avez pris dès 1996 avec l'appel de Genève. Vous vous investissez dans la lutte dans les paradis fiscaux. Et cet engagement, ça a été quand même déterminant sur votre carrière. Et il y a un chiffre qui m'a marqué sur les paradis fiscaux et l'argent sale. La dette de la France en septembre 2019, 2415 milliards. Elle a augmenté depuis. C'est pour ça que je précise septembre 2019. Ouais. Les avoirs d'origine frauduleuse, selon des experts, c'est entre
8 700 milliards et 36 milliards de dollars. Oui, on ne sait même plus. Des trillions, on parle de trillions. Ouais. L'appel de Genève, c'est toujours d'actualité, non? Plus que jamais. Plus que jamais. Et je vous parlais tout à l'heure des oligarques. Mais oui, mais les oligarques qui sont dans le système, regardez, vous avez des fuites par moment dans la presse de lanceurs d'alerte, des milliers de comptes. Vous avez eu le Crédit Suisse il n'y a pas longtemps. Parce qu'il y a des lanceurs d'alerte qui arrivent à pirater le système des banques. Alors moi, je dis bravo. Hein. Là, je dis bravo. En Suisse, ils les mettent en prison. C'est pas pareil. Hein, mais il y a des lanceurs d'alerte qui, donnent à la presse, et il y a des grands journaux, Le Monde, Le Guardian, dans le monde entier, qui publient des listes de comptes. Alors ça insécurise. Pas moi, évidemment. Mais ceux qui, comme les oligarques, cachent leur argent. Parce que les oligarques, à partir du moment où vous avez des milliards, oui, on parle de milliards, de centaines de millions, c'est les petits, hein, mais des milliards, voire des dizaines de milliards, ne pensez pas que c'est à votre nom. Il y a des trusts, il y a des sociétés panaméennes, il y a des fondations du Liechtenstein, il y a des sociétés du Luxembourg. Ils ne sont pas assez fous pour avoir les biens à leur nom. Ils ont des villas sur la Côte d'Azur. Il y a des yachts. Dans les Paradise Papers que j'ai lus en 2017, qui a été une grande enquête qui a été faite par ces grands journaux, les yachts, ils sont immatriculés à Malte. Donc quand un milliardaire veut acheter un yacht, il ne l'achète pas à son nom. Il n'est que locataire. Il va aller voir à Malte un petit cabinet qui va lui mettre ça au point. On va créer une société complètement offshore, un écran, et vous ne serez que le locataire. Et encore, ils se sous-louent entre eux. Les avions, leur jet privé. Leur jet privé, voilà, je cherchais le mot. Leur jet privé. Ils sont immatriculés à l'île de Man. Vous voyez où c'est, l'île de Man? On est dans l'Europe, hein. À l'île de Man, pareil, vous créez des sociétés, vous avez des cabinets qui vous créent des sociétés, des coquilles. Et là aussi, il y a des contrats de leasing entre sociétés, et vous n'apparaissez nulle part. Donc quand demain, on va dire, tiens, on va saisir le jet privé de tel oligarque, comment vous allez prouver que c'est le jet de l'oligarque? Moi, j'ai mis des années à reconstituer, parce qu'après, il faut demander à Chypre ou à Malte. Il faut demander à Malte qui est derrière cette société, qui a créé cette société, pour le compte de qui. Il y en a qui ne vous répondent pas, il y en a qui vous répondent au bout d'1 an, 2 ans. Mais attendez, si je suis oligarque aujourd'hui, si j'ai 2 ans devant moi, regardez Abramovich, la vitesse à laquelle il vend son club de Chelsea. Il a essayé. Et vous avez vu la polémique en Grande-Bretagne. La City, secret bancaire très fort, ça fait partie de ces places financières. Votre argent m'intéresse. Donc moi, je pose 2 questions. Mieux vous vous portez, et mieux moi, banquier, je vais me porter. C'est ça le système britannique. Après, ils viennent nous donner des leçons en disant « Oh, on va saisir... oui, parce qu'il y a tout un quartier, paraît-il, qui est habité que par les oligarques. Donc on va... Mais saisissez. Sauf que vous avez vu qu'Abramovich n'était pas tout de suite dans la liste. Alors Chelsea, ça vous parle, Chelsea, évidemment, parce que là, il investit, il a sa danseuse, bon, intouchable. Mais surtout, le Labour, parce qu'il y a une vraie opposition, ils ont interpellé Boris Johnson et ils ont dit, il y a plusieurs millions, je crois que c'est sorti dans le Guardian ou la BBC récemment, il y a des oligarques qui ont financé le Parti conservateur. Non, mais c'est un pur... ouais, il ne faut jamais faire d'amalgame, de déduction comme ça, ça vaut rien. Merci pour toutes vos réponses. C'est à vous, si vous avez des questions. Est-ce qu'on a quelqu'un avec un micro, peut-être? Ouais. Alors, si vous pouvez parler fort, c'est super. Déjà, une petite remarque avant la question. À propos de Robert Moulin, vous avez été amené à dire sur la fin, j'ai 27 ans, je crois encore à mon métier. Alors là, ça m'a un peu inquiété pour la suite.
Et lors de quand vous exprimez la transition entre les affaires qu'on étouffe et les affaires qu'on n'étouffe plus, vous avez dit, j'ai essuyé les plâtres. Vous n'avez pas un peu projeté les plâtres plutôt? Vous voulez dire que j'ai été instrumentalisé? Non. Et que je m'en suis pas rendu compte? C'est pas ce que j'ai voulu dire. Ah, c'est ce que j'ai compris pourtant. Non, vous avez contribué. J'y croyais encore, mais j'y crois toujours. Le encore ne veut pas dire que j'y croyais plus depuis. Ah oui, vous n'allez pas me coincer comme ça. Hein. J'ai juste dit que ça m'avait... J'ai des idéaux. Non, j'ai des idéaux. Je les ai toujours, mais bon, j'ai l'expérience de la vie, tout simplement. Mais j'ai jamais transigé avec. Mais j'ai vu des échecs. On parlait d'affaires des frégates. J'ai jamais eu la clé de cette affaire. J'ai jamais su où étaient les parties. Secret défense. On m'a opposé le secret défense. Rien à voir. Les Anglais font pareil. Hein. Ils ont eu une affaire comme ça de vente d'hélicoptères. Ah bah oui, à l'Arabie Saoudite. Donc ils ont avancé, puis un jour, le pouvoir politique a dit stop. Et ils ont arrêté. Secret défense. Parce que là, on touche des intérêts. Alors bon, je veux dire, à un moment donné, il faut aussi savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut vivre sur une planète où c'est propre, ou est-ce qu'on continue à avoir ces pratiques de corruption et on ferme les yeux parce que c'est des États auxquels on vend des armes et qui nous vendent du pétrole? Bon, il y a des choix à faire qui n'ont pas été faits, à mon avis. C'est là que je perds un peu mes illusions, voyez. Mais j'ai quand même foi en mon métier et je pense que justement les choses vont évoluer et elles continueront à évoluer. Et je vais vous dire ces histoires d'oligarques que je suis là depuis quelques jours. Je me dis, l'opinion publique qui voit les images de ce qui se passe en Ukraine, qui voit la guerre de façon ouverte tous les jours, elle supportera de moins en moins qu'il y ait encore des oligarques qui sont compromis avec le pouvoir de Poutine, où on sait qu'il y a de la corruption là-bas. Ils supporteront de moins en moins de savoir que ces gens-là sont intouchables. Donc j'espère que ça fera bouger les lignes. Et comme je l'ai lu dans un article du Monde il n'y a pas longtemps, qu'on va peut-être aussi s'intéresser aux autres. Les trafiquants de drogue, qui ont des comptes à Dubaï, où on n'a jamais de réponse à Dubaï. Franchement, si vous avez de l'argent à cacher, monsieur, allez à Dubaï. Je ne suis pas sûr que, vu votre profil, ça intéresse vraiment la banque de Dubaï. Mais bon, en tout cas, apparemment, je ne sais pas, oui. C'est vrai que je m'avance un peu vite. Comment dire, il reste du chemin à faire. Énormément, il y a tout à faire. Tout est à faire, mais c'est tracé quelque part. Je veux dire que s'il y a une volonté politique un jour, et il faut malheureusement des événements comme c'est triste à dire, comme ce qui se passe actuellement pour que ça bouge, ça peut bouger et ça peut bouger très vite. Parce que si demain, les États-Unis, parce que bon, c'est quand même eux qui font la police partout, l'Union européenne, disent à Dubaï, bon maintenant ça suffit, on lève tout le secret, vous nous donnez la liste de tous les gens qui se cachent chez vous, c'est quand même pas compliqué quand on veut le faire. Hein, ben, qu'ils le fassent. Et il va falloir qu'ils le fassent pour les oligarques, parce qu'ils sont en plein dans le système. Ils sont dans un système opaque, il y a des outils, et ben qu'on attaque aussi le système, qu'on le mette par terre. Et c'était ça le sens de l'appel de Genève. Ça voulait dire, nous, juges, on ne peut pas faire notre travail à un certain niveau, ils deviennent intouchables parce que place offshore, parce que compte à l'époque au Liban, à Hong Kong, à Singapour, à Panama, aux îles Caïmans, dans la City à Londres, au Delaware aux États-Unis. Les États-Unis ont commencé par faire le ménage chez eux au Delaware, et là on pourra commencer à discuter sérieusement, et là je vois que vous êtes d'accord avec moi, donc je persiste à dire que monsieur, vous n'êtes pas un client pour Dubaï, j'en suis maintenant la conviction. Voilà, il y a tous ces chantiers à faire, et il y a tout un travail citoyen à faire. Et nous, on a voulu... nous, on était aux premières lignes, parce qu'on l'a vu dans quelques dossiers. Vous savez, les dossiers, c'est les accidents. Quand ils arrivent chez nous, c'est que vraiment, il y a un accident. Mais l'accident est révélateur. Voilà. Et derrière, il y a un océan. Et c'est ça aussi que j'ai voulu dénoncer dans le livre, expliquer comment ça marche de l'autre côté, et donner quelques pistes. Je n'ai pas les solutions à moi tout seul, évidemment, mais je me suis dit, c'est facile de critiquer, mais essaye de proposer quelque chose. Et je pense qu'on peut faire le ménage, et déjà l'Europe devrait faire le ménage en son sein. Voilà, ne plus tolérer qu'il y a encore des comptes qui soient ouverts au nom de sociétés panaméennes. On ne connaît pas le bénéficiaire, il faut aller dans la banque le chercher, il n'y a pas de registre public, il n'y a pas de centralisation des comptes bancaires comme ça existe chez nous. Je dirais que voilà, c'est à ce niveau-là qu'il faut avancer. Au niveau français,
on a les outils, la législation, on contrôle. Celui qui a son argent en France, il est contrôlé, hyper contrôlé. Bon, il y a toujours des fraudes, mais c'est pas le plus gros. Le plus gros, vous l'avez cité tout à l'heure, c'est en dehors de nos frontières. Mais là, on touche à l'essence même du libéralisme, ce qui est contraire d'ailleurs au libéralisme, parce que pour moi, le libéralisme, la règle du jeu est la même pour tous. Mais à partir du moment où il y en a qui trichent parce qu'ils payent tel dictateur africain qui s'engraisse sur le dos de son pays, et que c'est cette entreprise-là qui va ramasser le marché, c'est pas du libéralisme, c'est de la fausse concurrence. Donc il faut arriver à un moment donné à comprendre qu'on ne peut résoudre ces problèmes-là, d'abord qu'à l'échelle européenne, d'abord, commençons par là, et ensuite à l'échelle mondiale, parce que tant qu'il y aura quelque part un trou dans la raquette, ils passeront, ils iront tout de suite. Hein, puis vous savez, avec un clic à Internet, l'argent, il valse vite d'une place à l'autre. Moi, il me faut 2 ans pour avoir un an pour avoir un compte à Singapour. Eux, en 10 secondes, ils l'ont. Vous voyez, donc voilà, c'est cet écart-là qu'on a voulu dénoncer. Renaud, on va prendre une autre question, s'il y en a. Alors, pour ceux qui n'auraient pas entendu, l'autonomie de la police. Oui, je vais la poser. Quand un juge est saisi, quelle est l'autonomie de la police et de la gendarmerie? Je vais vous dire théoriquement aucune. C'est-à-dire que le maître du jeu, c'est le juge d'instruction. Mais dans la pratique, je ne parle pas des affaires financières. Dans les affaires financières, moi j'avais la main, si vous voulez. Et j'essayais de... Justement, parce que c'est des dossiers, ça part dans tous les sens. Et je disais aux enquêteurs, bon, qu'est-ce qui tient pas? On ne va pas passer notre vie à chercher quelque chose sans savoir. Donc j'imposais une stratégie et surtout j'imposais une limite dans le temps. Voilà. Donc j'avais la main. Dans les dossiers courants, les juges d'instruction, ils ont 100 dossiers. Quelquefois 100 détenus à gérer. Vous imaginez le courrier, les demandes de mise en liberté, etc., le temps que ça prend. Et ils ne gèrent pas. Donc, facialement, ils dirigent, mais de fait, c'est les policiers qui font les enquêtes. C'est pas forcément plus mal, d'ailleurs, hein, mais c'est pas le même... vous voyez, c'est différent du domaine spécialisé, où là, on a moins de dossiers, on est spécialisé, et là, on maîtrise ce que font les enquêteurs. Et souvent, d'ailleurs, je leur disais non. Parce que les enquêteurs sont dans une logique d'enquêteurs. On va perquisitionner là, on va perquisitionner là. Je disais non. Je suis aussi le garant des libertés et je n'autorisais que s'il y avait des éléments suffisants parce que on ne va pas perquisitionner Urbi et Orbi, on ne va pas écouter tout le monde n'importe où, n'importe comment. Quoi, il y a eu des dérives, hein, mais moi je maîtrisais ça parce que j'estime, et d'ailleurs c'est la mission du juge d'instruction, c'est un juge. C'est un juge. Et que ça plaise ou pas aux enquêteurs, il n'a pas uniquement la vision répressive. Il a aussi la vision des droits de la défense, des droits des personnes. Il assure dans son cabinet, les avocats ont accès à lui, ils ont accès au dossier, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, alors après, c'est un rapport qui va se créer entre le juge et les enquêteurs. Et je dirais même, c'est différent d'un juge à l'autre. Chaque juge a sa vision, chaque juge a sa méthode. Il y en a qui font confiance plus que d'autres à la police. Il y en a. Bon, voilà, c'est très personnel le travail du juge d'instruction, surtout dans ces affaires compliquées où on peut partir un peu dans tous les sens. Renaud, on va reprendre une autre question. Là-haut. Oui. Vous êtes-vous senti en danger, c'est ça? Une fois. Comment? Mes témoins. Alors, vous pouvez répondre déjà par rapport à vous. Vous avez dit une fois, vous vous êtes senti en danger. Oui, parce qu'il y a eu des menaces. On m'a appelé un jour en me disant qu'il y avait des menaces, il y avait un contrat sur moi, etc. C'est au moment où j'instruisais les affaires de la droite quand j'étais à Rennes, du financement politique. Il y a des trucs tordus avec des espèces, etc. Et la police m'a dit, attention, prenez ça au sérieux. Bon, j'ai pas cru vraiment, mais pendant 3 semaines, j'ai été protégé. J'avais horreur de ça, d'ailleurs, hein, parce que
Moi, j'aime bien marcher, les mains dans les poches, librement, sans avoir un garde du corps. Voilà. Donc, et ça s'est révélé être de l'intox. Donc, j'ai demandé à ce qu'on lève la mesure. Et alors, les policiers m'ont dit OK, mais il faut vous nous signer une décharge. Bon. J'ai dit Madame va vous signer une décharge, il n'y a pas de problème. Vous vouliez répondre sur la partie des témoins aussi? Les témoins en danger? Oui, il y en a qui sont en danger. Parce qu'ils parlent. Et il peut aussi y avoir des pressions sur les témoins. Et vous savez, on n'a pas beaucoup de moyens de les protéger. La seule, c'est le témoin anonyme. Mais vous savez, le témoin anonyme, on a une procédure qui est très compliquée, qui est lourde, qui n'est pas adaptée. Donc, on n'a pas beaucoup de gens qui viennent spontanément nous dire des choses. Hein. Alors, ça peut être des règlements de compte. Ça peut être une femme délaissée qui a divorcé, qui n'a pas eu sa part et qui va dire « mais il a plein d'argent, il l'a caché ». Elle sait qu'il y a une instruction. Bah, mais madame, je vous en prie, madame, vous êtes la bienvenue, asseyez-vous. Voilà, mais des témoins en danger, je sais pas, il faudrait que je cherche dans ma mémoire. Peut-être qu'il y en a eu. Si, il y a eu la femme du capitaine Yin dans l'affaire des frégates, qui était une femme courageuse parce que son mari avait été assassiné dans le port de Taipei. Et son mari était sur le point de faire des révélations sur les bénéficiaires des commissions des frégates. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de le voir parce qu'il a été tué avant même de pouvoir commencer à dire quelque chose. Ils avaient habillé ça en noyade dans le port. Vous voyez, mais il n'y avait pas d'eau dans les poumons, donc le pouvoir a changé à Taïwan. Donc ils ont fait une vraie enquête et ils ont prouvé qu'il avait été assassiné. Et je revois cette dame venir, cette veuve, de venir dans mon bureau, me dire voilà, je compte sur vous. Et je me disais, cette dame, elle doit quand même être menacée parce que peut-être qu'il pense de l'autre côté qu'elle sait des choses par son mari, etc. Et j'ai trouvé sa démarche, en plus elle venait de Taïwan, ce qui m'a poussé d'ailleurs ce qui m'a renforcé dans le sentiment qu'il fallait absolument sortir cette affaire de Taïwan. Et c'est après qu'arrive Clearstream et tous les ennuis vont me tomber dessus à cause de cette affaire où j'ai voulu aller au bout. Voilà, malgré le secret défense, malgré tout ça. Mais j'ai finalement été blanchi. Une autre question? Ici. Non, c'est pas possible ça. C'est pas possible parce que ma réaction aurait été... Alors, ils n'ont pas entendu la question. Ah, est-ce que j'ai déjà été dessaisi d'une affaire? Je vous ai cité le cas tout à l'heure de Thierry Jean-Pierre qui est dessaisi par sa présidente. C'est un cas unique dans les annales. D'ailleurs, le garde des Sceaux de l'époque, l'adjoint du garde des Sceaux, Georges Kiechman, vous vous souvenez, il a dénoncé un cambriolage judiciaire. C'est le juge qui commettait un cambriolage. Vous voyez, et la présidente qui le dessaisit. En dehors de ce cas, je n'ai pas en tête des cas. En tout cas, moi, je n'ai pas été dessaisi parce qu'on ne peut pas dessaisir un juge comme ça. Là, c'était dans un contexte scandaleux. Hein, je suis d'accord avec vous. C'était en 92, c'est pas non plus au Moyen-Âge, mais enfin bon, ça montre quand même que la justice ne marchait pas à ce moment-là. Mais aujourd'hui, vous imaginez un président de tribunal dessaisir un juge parce qu'il a une affaire qui dérange? Non. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe par rapport à ce que le juge peut découvrir dans son dossier. Je suis saisi d'un fait A. Je découvre en allant en Suisse, oh là là, mais il y a un fait B qui est 10 fois plus important. Je ne suis saisi que du fait A. Pour être saisi du fait B, il faut que je demande l'autorisation au procureur. Et ça, je peux vous dire que dans les années 90-2000, j'ai été bloqué parce que j'ai eu un procureur général qui refusait de me saisir. Pouvoir socialiste, garde des Sceaux socialiste, je ne vous fais pas un dessin. Et j'ai vu des affaires étouffées. Mais je ne pouvais rien faire, parce que moi je suis tenu par la loi. Je ne pouvais pas m'auto-saisir. Sinon, c'est moi qui sortais des clous, on m'aurait annulé ma procédure. Donc ça, c'est resté là. C'est resté en travers. Maintenant, ce qu'on m'a laissé, je l'ai mené au bout. Voilà. Parce que ça, on ne pouvait pas me le retirer. Donc ne laissez pas un dossier comme ça à un juge irresponsable. Parce que le juge irresponsable, il ira au bout
pouvais pas l'arrêter. Par contre, il faudra éviter à l'avenir de continuer à l'alimenter. Ça, on est d'accord. Une autre question? Oui. Dans cet esprit-là, est-ce qu'il n'y a pas chez certains juges, éventuellement, comme peut-être chez des journalistes, dans différentes professions, une forme d'autocensure qui s'exerce en disant là, je peux quand même pas aller bousculer tout ça, et qu'au-delà de juges trop indépendants, il y a plus d'un joueur apparemment, il y en a d'autres qui ne le soient pas tellement, enfin, qui ne soient pas sous le coup d'une pression directe, mais qui s'autocensurent. Pour ceux qui n'auraient pas entendu la question, y a-t-il des juges qui s'autocensurent? Vous me posez la question à moi. Aux juges trop indépendants, là? Je vais Qui avait Lucky avouer, Luke, je le vais pas cow-boy? vous avouer que je me suis auto-censuré. J'ai même fait le contraire, c'est-à-dire que j'ai poussé les limites. C'est-à-dire que quand je découvrais quelque chose dont je savais qu'ils n'allaient pas me le donner, je poussais, parce que le juge peut faire un minimum de vérification. Donc j'ai poussé au maximum pour faire en sorte qu'ils ne puissent pas complètement étouffer derrière. Mais vous, vous avez décrié la chronique. Nous, on a vu passer aussi Éric de Montgolfier à Chambéry et ailleurs. Oui. Vous êtes des personnes qui sortent du lot. Mais est-ce que vous n'avez pas des collègues qui, eux, seraient plus timides? On ne sort pas du lot. On a fait notre boulot comme on devait le faire. C'est tout. Non, mais il se trouve qu'on a eu affaire à des affaires exceptionnelles. C'est pour ça qu'on en parle. Mais ne pensez pas qu'il y a eu de l'autocensure. Quand je rentre dans la magistrature, oui, je vous citais l'exemple de 61. J'ai pas instruit l'affaire Ben Barka, j'ai pas instruit De Breuil, j'ai pas instruit tous ces dossiers, Stavisky, etc. Évidemment qu'il y avait au minimum de l'autocensure. C'est-à-dire qu'on n'allait pas sur ce terrain-là. J'ai connu ça. D'ailleurs, j'entendais des réflexions de mes collègues me dire « Non, non, mais tu ne pourras pas. » Comment ça, je ne pourrais pas? Mais non, tu ne pourras pas. Donc, il y avait ce que Montgolfier a appelé une culture de soumission. Voilà. Qui existait aussi dans la presse. À l'époque de l'ORTF, tout n'était pas non plus bon. Et depuis, il y a eu un mouvement, je dirais, parallèle dans la presse. La presse s'est libérée et aujourd'hui, la presse, quand elle a un truc, elle le sort. Enfin, elle le sort même trop vite, ou elle peut se tromper. Et c'est ça le danger qu'on a aujourd'hui. C'est attention, une info sort dans la presse. Nous, notre travail, c'est de vérifier si c'est vrai ou pas. Si on est saisi, évidemment. Mais regardez l'affaire Fillon, l'affaire Cahuzac, elle démarre dans la presse. L'affaire Cahuzac, c'est Mediapart qui la sort et il va nier les faits jusqu'au jour où la justice va s'en saisir. Et évidemment, nous, on a d'autres moyens sur la Suisse que les journalistes pourraient aller investiguer. Et on a découvert le poteau rose. Il a reconnu. Mais on aurait pu tout aussi bien, dans cette affaire, ne rien trouver en Suisse. C'est-à-dire qu'on aurait pu dire à Mediapart, mais vous êtes trompé. Enfin, on n'aurait pas dit à Mediapart, mais nous, en tant que juge, on fait les investigations, on demande à la Suisse de vérifier tous les comptes, il n'y en a pas. Ben, il n'y en a pas. Donc, le juge prend ces informations et il ne doit pas s'auto-censurer, évidemment, sinon il ne fait pas son métier. Il doit aller au bout, mais il doit aussi, attention, on peut être manipulé. Moi, je l'ai vu dans Clearstream, j'ai été manipulé. Bon, ça fait jamais... Non, parce que ou vous passez pour un pourri ou pour un naïf. Bon, alors, bah oui, je suis un naïf, voilà, je reste un naïf parce que je fais confiance, voilà. Bon, ça m'arrive encore de faire confiance, vous voyez, ça. Mais autocensure, non, moi je me suis jamais autocensuré, au contraire, j'ai même été quelquefois, j'ai poussé le bouchon vraiment, vraiment au maximum du maximum, quitte à ce qu'après on me dise ah vous êtes allé trop loin, donc on va demander l'annulation de ce que vous avez fait, vous étiez hors saisine, vous étiez hors de votre champ d'investigation. Et ça a été toute la frustration que j'ai pu avoir, je l'ai eu là. D'avoir découvert des choses et de ne pas pouvoir les instruire au bout. On va prendre encore une question, là-haut. Une question, enfin, une précision, parce que j'ai peut-être mal compris tout à l'heure, on n'entend pas très bien ici. Vous avez à un moment donné, pour l'avenir, enfin, vous avez remis en cause leur nomination. Vous avez dit que ce serait bien qu'on ne soit pas nommé indépendant du pouvoir. Oui.
Moi, je suis partisan de couper les Il liens. faudrait peut-être expliquer la question parce que je ne suis pas sûre que tout le monde l'a entendu. Vous voulez que je la pose? Oui, je fais les questions et les réponses. Je vous laisse faire, je vous laisse. Oh, c'est parfait, oui, j'y arrive. Oui, votre question, c'était de savoir... J'ai demandé tout à l'heure, j'ai proposé que ça ne soit plus le pouvoir politique qui nomme. Eh bien, le Conseil supérieur de la magistrature, mais un Conseil supérieur de magistrature complètement rénové, complètement élargi. Je m'explique. Vous avez pour moi, vous avez deux ennemis dans ce qu'on pourrait appeler le pouvoir judiciaire, qui n'existe pas. Mais si les parquets étaient indépendants, on irait vers un pouvoir judiciaire. Mais nous ne sommes pas élus. Donc, de quoi va-t-on tenir notre légitimité? Il faut couper le lien avec le pouvoir politique. Donc, on ne tiendra pas notre légitimité du garde des Sceaux qui est élu, etc. Il y a un deuxième ennemi, qui est même pire que le premier, c'est le corporatisme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser les magistrats... Alors, je sais que je ne me fais pas que des amis dans la magistrature, mais ce n'est pas grave. On ne peut pas laisser les magistrats... Les magistrats ne peuvent pas revendiquer un pouvoir entier sans être contrôlé nulle part par l'élection et vouloir que dans le Conseil supérieur de la magistrature, il y ait une majorité de magistrats, ce qui est le cas aujourd'hui. Parce que vous allez tomber dans le corporatisme. Ah ben je connais un tel, oh ben un tel il est au syndicat de je ne sais quoi, oh ben un tel ceci, un tel cela. Voilà, c'est du copinage. C'est une forme de corporatisme qui existe partout et il faut casser ça. Donc le seul moyen, c'est de transférer la nomination, la légitimité du Conseil supérieur de la magistrature à la citoyenneté. Je prends un exemple. Dans les membres du Conseil supérieur de la magistrature, vous m'accordez la réponse, vous avez par exemple 2 membres qui sont nommés par le président de l'Assemblée nationale. Mais pourquoi par le président de l'Assemblée nationale? Il y a une assemblée, que je sache. Pourquoi pas par les 2/3 de l'Assemblée? Assurer une majorité de façon à éviter que ça soit un politique, ou un copain, ou quelqu'un qui connaît quelqu'un. Vous voyez, et il faut rénover complètement ce Conseil, lui donner de la légitimité. À partir de ce moment-là, eh ben, vous enlevez tous les pouvoirs de nomination et même de proposition pour les magistrats du siège, dont la carrière dépend, dans les premières années, en tout cas, du garde des Sceaux, parce que c'est lui qui propose. Après, il faut le feu vert du Conseil, mais il a ce pouvoir. Il faut enlever, il faut être clair. Voilà. Il faut une vraie réforme, c'est une réforme de fond. Ça suppose de changer aussi notre Constitution. Moi, je pense que l'opinion, elle est plutôt pour. Maintenant, les politiques ne sont pas pour, ce n'est pas dans les programmes. Mais c'est ce Conseil, il faut transférer, il faut modifier, complètement donner beaucoup plus de légitimité à ce Conseil, l'élargir dans son recrutement, donner la part aux citoyens aussi, parce qu'ils ont leur mot à dire. Parce que la justice, elle appartient aussi aux citoyens. Et c'est qu'à ce prix-là que les magistrats pourront revendiquer un véritable pouvoir. Et sous ce contrôle-là aussi. Sous ce contrôle-là. C'est-à-dire, ils ne feront pas n'importe quoi. Et s'ils étouffent un jour une affaire, ils rendront des comptes. On prend une dernière question. S'il y en a une, il y en a plein. C'est vous qui décidez. Vous avez plusieurs questions, dont un jeune homme là-bas. C'est vous qui avez choisi. Pardon, monsieur, je suis désolé. Mais... Oui. Alors, dans votre question, il y a plusieurs choses. Je vous ai parlé tout à l'heure du secret défense. Secret défense, vous êtes une grande entreprise française. Vous payez des dessous de table à un dictateur africain ou son ministre du pétrole. 2 choses l'une. Ou vous considérez qu'il faut protéger nos entreprises. Parce que si ce n'est pas l'entreprise française qui l'a, c'est l'entreprise allemande qui fera exactement les choses qu'il aura, l'entreprise américaine. Et à ce moment-là, secret défense. Et dans l'affaire des frégates de Taïwan, je ne cherchais que ça, les destinataires des commissions. Je ne cherchais pas à savoir le numéro de la bombe nucléaire ou de je ne sais quoi. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. On m'a opposé le secret défense. Donc ça veut dire qu'à un certain niveau, les États doivent faire leur choix. Mais quand ils font cela, ils violent les conventions internationales parce que la France a signé
la Convention internationale, notamment la Convention de l'OCDE, qui les oblige, qui oblige la France à réprimer la corruption d'agents publics étrangers. Jusqu'en 2000, c'était possible en France, hein, c'était même défiscalisé. Ben oui, il fallait quand même faire une déclaration à Bercy. Bon, et Bercy disait oui ou non. Et s'il disait oui, c'était considéré comme une charge, c'était défiscalisé. Bon, aujourd'hui, le secret défense, il existe toujours. Alors, si c'est pour protéger des services secrets qui ont des informateurs, bien sûr, je ne conteste pas. Si ce sont des secrets militaires, bien sûr. Mais moi, je peux vous dire par expérience que les dossiers dans lesquels j'ai demandé, ce n'était pas du tout ça, et on m'a opposé le secret défense, et je ne sais pas pourquoi. Parce qu'on ne me donne pas les raisons. Et c'est le pouvoir politique, ça, qui le fait. Et ça, c'est une entrave, pour répondre à votre question, c'est une entrave à la recherche de la vérité, évidemment. Merci Renaud. Mais je vous en prie. Merci. Si vous voulez aller plus loin, Renaud Van Ruelbeek, Mémoire d'un juge trop indépendant. Et si vous avez envie de continuer sur un prochain rendez-vous à penser, on vous donne rendez-vous le 6 avril avec Jean-François Julliard, qui est directeur général de Greenpeace France et qui dresse un état des lieux précis et propose des actions concrètes à mettre en place pour répondre à l'urgence climatique. Belle soirée à tous. Merci.